Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Joachim Sauforget, député non inscrit désormais, des Français établis hors de France, bonjour. Bonjour Clément. Alors vous êtes passé par le banc LREM, vous êtes toujours fait remarquer d'ailleurs pour votre originalité dans votre discours et jusque dans vos tweets. Et dernièrement, vous avez annoncé soutenir Éric Zemmour. Alors comment expliquer cette évolution, ce passage de Macron à Éric Zemmour ? Déjà, j'ai une espèce de bon sens paysan, je crois. Ça doit me venir de ma campagne d'origine. Et en général, je sais, je suis un peu comme le poulpe Ah oui, c'est ça. Pour le foot, là, bon, j'espère que je vivrai plus longtemps que le poulpe, mais j'ai une espèce de... Comment il s'appelait Paul le poulpe. Il s'est trompé un peu, Paul le poulpe. Oui, c'est vrai. Moi, mon exactitude est un peu plus marquée. En tout cas, voilà, bref. Donc vous pensez que vous êtes de bon augure pour Éric Zemmour ? Je pense qu'il va gagner. Je pense sincèrement qu'il va gagner. Et je ne suis pas là pour la gagne, en l'occurrence. Oui, vous rayez les partis dès que vous sentez que ça commence à vous faire comme les supporters. Ça, c'était pour faire de l'autodérision, parce que comme ça, on ne m'accusera pas du truc, puisque je l'aurais dit moi-même. Mais non, sincèrement, là, je suis en accord avec mes idées. Moi, j'ai toujours fait, pour Emmanuel Macron, j'ai fait une campagne de droite dans ma circonscription. D'une droite plutôt libérale, mais libérale sur le plan de l'émancipation de l'individu, on en a déjà parlé. Mais c'est ce qui me va, un mélange de conservatisme, parce qu'on ne bâtit pas sur rien, on ne bâtit pas sur la destruction, et en même temps, une envie d'aller de l'avant et de redonner des couleurs à la France, la fierté. Et là, j'ai tous les ingrédients. Et par ailleurs, en plus, dans les équipes autour d'Éric, c'est agréable. J'ai que des amis ou des amis de mes collaborateurs. Je suis là où je dois être, en fait. Vous avez trouvé votre place. Je me sens de ma place. Oui, une question. Peut-être que vous allez vous confronter à un dilemme, peut-être Joachim Sauforget, sur l'Union européenne. Oui. Voilà, on est d'accord, parce que Éric Zemmour, j'ai bien compris un peu ce qu'il en est. De son côté, c'est un peu la politique de la chaise vide en ce qui concerne la Commission européenne bruxelloise et la technocratie. Est-ce que ça va pas à l'encontre de vos idées, puisque vous êtes, je suis français et je suis européen, je crois d'ailleurs, c'est le nom de votre mouvement. Non, c'est ce que j'avais déclaré exactement comme nom de... Bon, c'était un nom de mouvement, c'était pour faire rire, parce que ça faisait des initiales, ça faisait mes initiales, c'était un clin d'œil au truc un peu mégalo à Emmanuel Macron, etc. ouais. Et puis en plus, ça faisait un truc imprononçable, ça se disait JSF ou JSFE. C'était très agréable de voir des tas de journalistes qui ne connaissaient pas essayer de prononcer un truc sans queue ni tête. Mais au-delà de ça, non, sur le symbole, parce que moi, j'ai pas mal baroudé en Europe, dans les Balkans, je faisais en voiture quand j'étais jeune, comme ça, je passais d'un pays à l'autre. D'ailleurs, vous avez une citoyenneté étonnante. Oui, qui ne plaira pas forcément aux auditeurs, c'est du Kosovo. Mais j'ai passé beaucoup de temps dans toute l'ex-Yougoslavie et certes, j'ai quelque chose de cœur pour le Kosovo, pour plein de raisons, mais les gens ne savent pas que j'ai le même cœur pour la Serbie, pour la Croatie, pour la Bosnie, pour la Slovénie. J'ai passé tellement d'années à me promener là-bas. C'est en ça que je suis européen. C'est au sens que je pense que c'est quelque chose qui nous unit fortement, culturellement, avec les pays, je dirais, la frontière, c'est la Turquie. Je veux dire, c'est une frontière culturelle. Et on a vraiment quelque chose en commun. D'aucuns parlent d'une espèce de comment dire, de cercle altaïque, ou je sais plus, non, boréal, de cercle boréal, ça, je vais pas, ça, c'est Jean-Marie Le Pen qui parle de ça, excusez-moi. Mais vous avez les bonnes références. C'est les fins d'apéro chez Jean-Marie, mais il tient beaucoup à cette idée, mais c'est très intéressant parce que vraiment, je pense qu'on a il y a une unité de, vous savez, comme dans le théâtre, il y a l'unité de temps et d'action, et là, il y a une unité géographique. On a vraiment quelque chose en commun. Il n'y a pas d'eau à passer pour aller là-bas. Donc mais ça, c'est ce qu'on appelle une Europe de la culture, et c'est pas l'Europe de Bruxelles. C'est ça, oui, mais excusez-moi, c'est pas l'Europe d'aujourd'hui. Mais moi, je fantasme sur la Russie, qui a généré autant de danseurs classiques, autant de compositeurs. Il y a un univers qui est tellement proche de notre univers culturel, celui dont on est fier. Et en effet, c'est pas Bruxelles. Bruxelles, c'est une espèce de bâtiment en minergie vide, ou avec des causes défendues par des couches de technocratie, de gens qu'on paye hors de prix, qui ont des avantages, qui ne payent pas de taxes. C'est comme les gens qu'on a à l'ONU, du reste. Il y a un vrai scandale. Quand vous parlez des Balkans, moi je vous entends, mais finalement, on peut se dire quand même que les Balkans, c'est l'anti-Europe, parce que ce sont à un moment donné le conflit yougoslave, ce sont des pays, des nations, des peuples
qui finalement se sont séparés dans la violence, dans une violence extrême. Donc finalement, on est sur le retour des nations, on est sur le retour des peuples et des identités. Voyez-vous, est-ce que c'est pas une contradiction non plus avec l'Union européenne presque fédéraliste qu'on essaie de nous vendre depuis J'ai pas de problème avec cette mosaïque-là, parce qu'au fond, c'est la tendance ultra-clanique qui est venue avec la sécession des républiques de l'ex-Yougoslavie, elle était les prémices de ce qu'on a aujourd'hui dans une société extrêmement divisée, extrêmement tribale et clanique, mais sur base numérique. On était divisé entre ceux qui préfèrent les ballons rouges, ceux qui préfèrent les ballons bleus, on a toutes les sous-catégories de fans de quelque chose. On est dans une société ultra clanique, mais dématérialisée aujourd'hui. Elle est digitalement tribale. Et ce qu'on a vu dans les sécessions de plein de pays sur base ethnique, c'était finalement les prémices d'une lame de fond sociologique qui arrive aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Il faut prendre un peu de champ. Alors bien sûr, il y a eu des influences étrangères. On sait très bien qu'au Kosovo, il y a une volonté quand même d'occupation des États-Unis pour avoir là un camp qui est un des plus grands sur le sol européen. C'est certain. Mais au moins, on ne peut pas non plus dire qu'il ne s'est rien passé de grave humainement sur la population qui était là à ce moment-là. Et ça ne s'est pas fait en 99, ça s'est fait déjà des années avant. Alors, je voudrais aborder, puisque Nicolas Vidal a commencé sur la série des dilemmes, un autre dilemme, puisque vous soutenez Éric Zemmour, mais lui ne prend pas beaucoup la parole sur des questions, semble-t-il, quand même assez graves, notamment sanitaires. Et notamment ce pass sanitaire. Et là, aujourd'hui, on est en plein, alors on dit Pfizergate, mais nous, on va dire scandale du Pfizer, on en a déjà parlé tout à l'heure. Est-ce que ça fait des remous, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale ? Non, mais les collègues là ne comprennent rien aux questions médicales et scientifiques. Et en ce moment, ils jouent leur réinvestiture pour ceux qui ont choisi la carte de la majorité. Donc ils votent sans réfléchir. Déjà qu'il y a certains réfléchissaient pas beaucoup avant, on n'avait pas les capacités. On est aujourd'hui dans une situation encore plus désastreuse. Ils lèvent la main au bon moment pour pas se faire frapper. Donc si vous voulez, la situation, non. Alors je corrige déjà sur le fait que Éric Zemmour a pas parlé de la crise sanitaire. C'est pas vrai parce que je pense qu'il a volontairement précisé que, n'étant pas spécialiste, il ne voulait pas non plus faire le commentaire à la petite semaine. Par contre, il a dit quelque chose de très important, par contre. Et c'est marrant parce que ça se rejoint avec des gens très concernés dans l'histoire que j'aime beaucoup et que vous aimez aussi beaucoup, mais il a vite comparé les choses en disant le problème, c'est une espèce d'application copier-coller du modèle chinois. Ça, je trouvais ça très important. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale hier soir en le citant, en le paraphrasant. Vous avez terminé tard, puisque ça. Exact, à 3h du matin. Jusqu'à 3h du matin. Quand j'ai cité M. Zemmour, ça a un peu hué sur les bancs de la droite et du centre. Ça a réveillé l'hémicycle. Écoutez, vous n'étiez pas nombreux en fait en même temps. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas beaucoup de monde en même temps. Non, comment dire, il y a quand même. C'est vrai que ça s'est joué parfois à des courtes majorités, que le fait qu'on perde, entre guillemets, sur ce terrain de passe sanitaire. Donc je dois dire que si des gens n'étaient pas résignés à la maison, en chaussons, mais peut-être qu'il y aurait pu avoir un retournement, on ne sait jamais. C'est la question que j'ai envie de vous poser. Moi, il y a une question extrêmement importante. On l'a vu sur les votes, il y a déjà le troisième vote à l'Assemblée. Est-ce que là, on ne va pas carrément sur une notion de la part de nos concitoyens d'illégitimité du député, de leur représentation nationale, de la souveraineté du peuple. Quand vous voyez que le premier article, il y a 10 jours, 178 députés. Deuxième article, 150 députés. Et hier soir, j'imagine que ça pesait à peine peut-être un peu plus lourd. Aujourd'hui, les gens dans les territoires, parce que j'en viens, nous disent, les députés, ils ne servent à rien. Alors je répercute ce qu'on me dit. Je vais rajouter encore de l'eau au moulin de Nicolas Vidal. On a vu la réponse des sénateurs et des députés, alors que beaucoup de gens de leur circonscription leur écrivaient leur disant voilà, nous on n'est pas d'accord, il faut que vous réagissiez là-dessus. Et eux ont dit plus vous allez faire ça, nous on va réagir à l'inverse. Donc en fait, ils ne représentent absolument plus leur circonscription. Moi, je vais vous dire Je le ressens, mais et j'en ai honte quand ça arrive, parce que je vois souvent les gilets jaunes et je les ai vus mardi. C'était pas prévu, puisqu'ils étaient sur la petite place à côté de l'Assemblée. Je rentrais des services administratifs à côté. Je n'ai pas l'habitude de m'imposer quand il y a des manifestations comme ça. J'aime pas racheter les trucs. Soit les gens ils veulent qu'on vienne et ils demandent, mais j'aime pas m'imposer. Donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé de venir. Donc finalement, j'ai passé 2 heures là au lieu d'aller aux questions gouvernement. C'est très bien parce que ce truc est inutile. Je pense que c'est une sorte de cluster Covid d'autosatisfaction inutile puisque tout est prévu d'avance. De toute façon, enfin, vous savez comment c'est. Les conseillers de ministres essaient d'avoir les questions avant pour pouvoir préparer leurs réponses avant. C'est un classique. Et donc j'ai passé un peu de temps avec les gens, mais donc j'étais responsable de ce que je leur avais dit et d'aller le défendre ensuite.
Mais moi-même, j'ai envie de baisser les bras. On en est à énième examen où on répète les mêmes choses, avec en face un mur, un Olivier Véran cynique et menteur, je veux dire, faut le dire, et qui pousse le vice jusqu'à dire attention, l'heure des comptes viendra, l'opposition n'a pas été constructive. Moi, j'ai essayé de défendre les Français, pas vous. Mais l'heure des comptes, je lui ai signifié. Hein, c'est l'heure des comptes. Il y a des vidéos, il y a des preuves. Des gens qui nous disaient que c'était pas peu trop technique de mettre un masque. Des gens qui nous disaient qu'il fallait pas les porter, sinon on aurait des amendes si on nous les vendait. Vous vous rendez compte des choses incroyables. Donc à un moment donné, ce cynisme-là, il va se retourner contre l'arroseur. Mais le problème, c'est qu'on fait beaucoup de mal à la France entre-temps. Et la crise de légitimité des politiques, oui, des députés, hein. Elle est là, mais c'est une lame parce qu'on n'est pas dans une vraie démocratie parlementaire. Donc notre représentativité, elle est affectée par le fait que l'exécutif peut tout dicter. Vous l'avez vu sous forme de conseil de pseudo-conseil de guerre. Enfin, on appelle ça défense. Non, mais comme ça fait un peu plus, ça passe un peu mieux. Mais Mais il y a de toute façon dans tout le monde occidental une crise de légitimité du politique, ça on le voit, hein. Les gens n'ont plus confiance aux institutions, aux politiques. Ça c'est vrai aussi, mais ils ont plus confiance en Europe. Hein. Il y a une espèce de cercle vicieux, parce que moins ils ont eu confiance, plus ça a recruté du personnel politique dégradé, quoi. Je veux dire, on a des gens qui sont pas compétents. Enfin, les gens ils viennent là parce que les gens brillants ils font d'autres jobs. Aujourd'hui on le voit. Putain, c'était un honneur, quoi, de servir la République. On était déjà un notable. C'est fini. Là, c'est au contraire, c'est le cadeau empoisonné. Donc les gens qui ont une réussite financière, sociale importante, ils sont pas dans ces métiers-là aujourd'hui. Ils sont dans d'autres métiers, hein, sincèrement. Donc et on les voit. Et ils évitent soigneusement la politique. Donc la crise de légitimité, elle est pour toutes ces raisons. On a des abrutis comme staff politique aujourd'hui. Et des gens qui sont tenus parce que le job d'après c'est ou administrateur de société ou journaliste ou politique. Faut faire le jeu des chaises musicales et faut retomber sur ses pattes, donc tout le monde se tient. C'est un trop petit monde. Vous savez, quand vous dites toi aussi tu connais un truc, tu connais ça, c'est un très mauvais signe. Ça veut dire qu'on est dans un machin quasiment mafieux quand tout le monde se connaît. C'est très très mauvais signe et c'est le cas. Donc je pense que la vérité elle doit venir d'ailleurs. Moi je crois à d'autres solutions. Peut-être, je ne sais pas si on va en parler, mais je crois à des solutions numériques, parce qu'il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus sur le Web 3, sur des organisations autonomes décentralisées, ça s'appelle. Et là, je pense qu'il y a un vrai espoir. On va finir là-dessus. Je voudrais quand même, avant qu'on revienne, vous avez parlé du cynisme du gouvernement et d'Olivier Véran qui a inversé la question de la responsabilité. Vous l'avez interpellé, c'était Jean Castex à l'époque, c'était une commission d'enquête, et vous avez posé la question à Jean Castex sur l'affaire du Lancet. Oui. On va l'écouter d'abord. Monsieur le Premier ministre, vous n'étiez pas là à cette époque-là, c'était Édouard Philippe qui était Premier ministre, mais quand ce scandale du Lancet Gate a éclaté, finalement l'OMS a pris des mauvaises décisions, puisqu'elle a décidé d'arrêter les études basées sur l'hydroxychloroquine. Il y avait un autre scandale en même temps, puisque les mêmes auteurs ont publié dans le New England Journal of Medicine en faveur du remdesivir, qui depuis, on l'apprend, serait toxique, quand bien même l'Europe a acheté des millions de doses. Et le problème, c'est que c'est un péché originel parce qu'aucun mea culpa n'a été fait, parce qu'à l'époque, le ministre Véran s'est empressé de communiquer sur la dangerosité du produit, et puis finalement, personne n'est jamais revenu en arrière, personne ne s'est jamais excusé, alors qu'il a là des faussaires. Il y a des gens qui ont écrit cette étude qui sont des faussaires, qui avaient une fausse société, des faux employés, des fausses données d'hôpitaux avec des patients français qui revendiquaient avoir des données ethniques qui sont interdites en France. On n'a jamais eu de feedback là-dessus. On n'a jamais eu de quelqu'un du gouvernement qui nous dise on s'est trompé en suivant ce papier, ces gens-là seront poursuivis, on les attaquera nous-mêmes. Et je trouve dommage, parce que la suspicion contre le monde médical et scientifique, contre Big Pharma, elle est née à ce moment-là. Cette étude du Lancet, oui, c'est bon. Il se trouve que moi je l'ai pas du tout suivi, parce que j'étais pas Premier ministre quand ce texte est sorti, et donc je me souviens à l'époque des polémiques qu'elle a créées, mais je n'ai pas de réponse à faire, parce que j'ai pas d'éléments concrets à vous donner, monsieur, sur ce sujet. Voilà, pas d'éléments concrets à donner sur quand même cette affaire très très forte du Lancet, enquête frauduleuse qui a été révélée frauduleuse très vite. Et pourtant, on n'est pas revenu sur les mesures prises par le gouvernement, et comme vous l'avez bien signifié, il n'y a pas eu non plus d'excuses. C'était la chose la plus grave. Monsieur Castex, il a l'air sympathique, au bénéfice du doute. Moi, à l'époque, je ne le connaissais pas. C'était un type qui venait de la droite. Du coup, j'avais quand même voté la confiance.
Je l'ai regretté en quelques jours en voyant le profil. C'est le même monsieur qui disait aussi, avec un Olivier Véran immobile à côté de lui, que le meilleur moyen de ne pas encombrer l'hôpital, c'était de ne pas tomber malade. Et puis de le répéter 2-3 fois au cas où on soit trop abruti pour comprendre en une fois. Quoi. Et donc ce monsieur-là, c'est en dessous, vous avez entendu cette réponse, c'est en dessous de tout. C'est en dessous de tout. Et surtout, donc, à l'époque, j'y tiens quand même parce que c'est comme pour les bureaux de vote, l'histoire des lieux d'exercice de la démocratie exclus du pass sanitaire, ça c'est moi, c'est juillet 2021. Et votre amendement. Et l'amendement en question, il a été repris au Sénat, et c'est celui qui est passé dans le texte au Sénat, qui a été ratiboisé hier. Mais la formulation est la mienne. Je suis très content que ça ait fait des petits, mais c'est pas grâce à moi, c'est grâce à la rue, c'est grâce à la vigilance de la rue, des gilets jaunes, des gens qui ont manifesté, qui ont repris ça. Surtout. Ah, c'est les gens vigilent la République. Les gens vigilent la République. Alors que le gouvernement les transforme en milices qui contrôlent des passes sanitaires. Eh ben eux ils sont transformés en vigiles de la République, c'est très bien. Mais là, j'ai une paternité, je suis désolé de temps en temps un peu de fierté, mais je suis fier aussi de cette paternité sur Lancet Gate parce que j'étais de ceux qui ont trouvé les détails de cette société. J'ai même échangé avec des journalistes de vulgarisation scientifique outre-Atlantique qui bossaient sur le sujet et je leur ai donné les billes parce qu'on les a trouvés. J'ai l'habitude d'un peu de traîner avec... Mais la question aujourd'hui, c'est où est la réaction du gouvernement ? On a vu la réaction le lendemain d'Olivier Véran et là on a la même chose du British Medicine Journal sur Pfizer et il n'y a rien. Il y a pas de réaction, mais surtout qu'il y avait une double erreur. Il y avait aussi le papier sur le Remdesivir qui vantait le Remdesivir justement dans un autre journal en même temps que dans le New England en même temps qu'il y avait le scandale sur Lancet. Monsieur Desai, là, c'était cet Indien américain, il avait cette société Surgisphère avec des faux employés, dont son prof de lycée décédé, dont une dame qui est une actrice de charme. Et je m'excuse, j'ai été chercher moi l'histoire sur l'actrice de charme parce que je le sentais qu'il y avait anguille sous roche. Et c'est à la française, ça ne marchait que comme ça. C'est quand on a révélé cet aspect-là, je me rappelle, j'ai envoyé un texto à Didier Raoult, à ce moment-là, je lui ai dit, là, j'ai bingo. Et en fait, ça a fait mourir de rire en plus quand il a su la chose, mais c'est là que ça a explosé. Mais il y avait tout le reste, on pouvait dérouler. Ce monsieur, il avait déjà été faussaire sur d'autres types de start-up où il prétendait vendre des casques à électrodes pour améliorer l'état du cerveau. Enfin, il y avait il y a des liens familiaux en plus. Il y a plein de choses très compliquées dans cette histoire. Je comprends pas on n'a pas une compte rendu d'enquête du FBI avec des saisies, savoir d'où vient l'argent, comment il a financé ça, pourquoi il l'a fait. On n'a jamais rien su de ça. Et les autorités françaises doivent savoir et on nous cache tout, on nous dit rien, excusez-moi. Mais ce scandale de Pfizer, là d'ailleurs on voit bien depuis hier soir des tirs de barrage pour contrer ça en disant que c'est toujours pareil, la même idée du controversé. Finalement, est-ce qu'on peut espérer, Joachim Son-Forget, qu'à un moment donné le gouvernement s'en saisisse, mais ça voudrait dire aussi que ça veut dire qu'ils remettent en cause toute la politique vaccinale avec Pfizer. Bien entendu, s'ils estiment qu'à un moment donné, ils prêtent attention à cette révélation dans le British Journal médical, finalement, c'est lanceuse d'alerte, ça voudrait dire qu'à un moment donné, ils vont remettre en cause finalement 6 ou 8 mois de coercition, d'extorsion à la vaccination. Et pourtant, est-ce qu'on peut laisser passer ça aujourd'hui ? On verra bien si nos confrères dans les médias français font leur boulot. Je ne sais pas la véracité de tout ce qu'il y a là-dedans et je serais un imbécile si je me jetais là-dessus parce qu'on s'en servirait aussitôt sur moi. Par contre, je sais quelque chose. Je sais que le milieu parce que j'ai travaillé exposé au milieu pharma comme hospitalier universitaire. Quand j'ai publié des papiers sur la sécurité sanitaire de produits qu'on injectait pendant les IRM, ça remettait en question plus de 10 ans d'injection par le monde de gadolinium et notamment celui distribué par un grand groupe américain. J'ai démontré que ce produit restait accumulé dans le cerveau, dans certaines zones du cerveau. Et je suis le premier à avoir démontré l'étendue, parce qu'il y a quelqu'un avant moi qui avait montré deux zones, et j'en ai montré plus. Bon, bref, il y en avait partout. Et après quelques IRM seulement, visible à l'œil nu sur une IRM, vous imaginez, c'est des quantités absolument importantes. Et j'ai jamais pu publier ou présenter ces travaux dans le congrès américain où j'aurais dû les présenter, dans la revue américaine où j'aurais dû la présenter. Ça s'est bouché de partout. Il y a eu d'autres collègues qui travaillaient sur ce domaine. Certains étaient payés des fois par la concurrence. Ils se sont fait menacer. Ils se sont fait menacer des fois de vendre la baraque de ses parents, je sais pas où. Et puis finalement il s'est calmé quand il a accepté aussi de faire des présentations pour ce groupe. Et c'est comme ça se passe comme ça. Et des fois, vous achetez les médecins français sont un peu trop faciles à acheter parce qu'ils sont mal payés. Donc, un petit hôtel sympa, un petit voyage sympa, du bon vin, une soirée. Je vous passe oui, puis il y a aussi le risque maintenant de perdre sa profession.
Oui, puis non mais c'est presque un statut dont ils sont fiers, hein, ceux qui voyagent, qui passent leur temps à voyager au lieu de faire de la recherche et de la médecine. On les voit, ces nomades comme ça que Raoult singeait, mais c'est vrai. Moi par exemple, quand je devais publier certains travaux qui étaient comme ça compliqués, mon patron dans mon service, j'étais en Suisse, on a l'argent, mon patron était quelqu'un de très droit, il m'a dit Forget, vous n'acceptez pas d'argent de l'industrie, c'est le service qui paye votre déplacement, votre inscription, votre hôtel, et vos collègues ils ont pris, mais eux ils vont juste faire un peu les touristes, et donc c'est hors de question que là, avec les risques que vous prenez en présentant des données que nous on a chez nous, vous acceptiez l'argent dans ce cadre-là. Donc je vous dis pas qu'il faut pas travailler avec l'industrie. Par exemple, j'ai après travaillé pour un groupe français qui en l'occurrence avait un produit qui était très bien et qui était safe. On a démontré même le côté safe safe, faut pas dire safe, le côté sûr chez les enfants. Donc oui, c'est intéressant de travailler des fois, même par patriotisme pour un groupe français, si en plus il fait les bonnes choses, mais on peut pas il faut une éthique. Donc voilà, faut garder son éthique de médecin. On aurait pu développer encore beaucoup, et puis on devait aborder les votes électroniques. Moi je vous propose que vous reveniez, tout simplement, ce sera aussi simple. Merci beaucoup Joachim Son-Forget, merci à vous Nicolas Vidal. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.